Bonsoir Agnès Buzyn, merci d'être notre invitée ce soir. Vous avez présenté avec Édouard Philippe un plan d'urgence pour l'hôpital. En un mot, on a vu éclater cette crise des urgences de l'hôpital qui s'est un peu développée et qui a montré le malaise général de l'hôpital. Dans vos mesures, aujourd'hui, en un mot, 1,5 milliard sur 3 ans, une reprise de la dette de 10 milliards d'euros, 800 € par an pour le personnel qui habite Paris et la proche couronne, un certain nombre de primes. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va résoudre très concrètement les problèmes qui ont été mis à jour pendant cette crise? L'hôpital public, nous le savons, depuis que nous sommes arrivés, souffre en fait d'un dysfonctionnement général du système de santé. Il est le réceptacle des dysfonctionnements. Beaucoup de Français ont du mal à accéder aux soins, ils vont aux urgences. Et donc on a très rapidement fait un plan de réorganisation du système de santé qui renforce la place de la médecine de ville, qui organise mieux les territoires, qui renforce les hôpitaux de proximité. Et la crise des urgences nécessitait des mesures complémentaires pour éventuellement réouvrir des lits d'aval, pour mieux organiser l'accès aux soins, notamment en ville, et éviter des passages inopinés. Mais elle a traduit que, en réalité, l'hôpital public ne pouvait plus attendre des mesures spécifiques, car même si nous étions en train de refonder totalement notre système de santé, l'amélioration qui est attendue dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, il y a une perte d'attractivité. Donc, ce matin, vous avez annoncé un certain nombre de mesures. De mesures spécifiques. En quoi elles vont rendre plus attractif pour les soignants d'aller travailler à l'hôpital plutôt que dans des cliniques privées? Donc, nous avons déjà tout un tas de mesures de primes qui vont permettre de rendre très attractif l'exercice à l'hôpital public, des primes d'engagement, de services publics exclusifs, des gens qui auront envie de s'engager dans le public plutôt que dans le privé, des primes pour soulager les métiers en tension, des primes pour des métiers particulièrement pénibles, et je pense aux aides-soignantes en EHPAD et en gériatrie qui vont bénéficier d'une prime de 100 € par mois, et tous les Français le comprennent. C'est un métier où il est très difficile de recruter, et donc il y a une catégorie de primes qui répondent à des besoins très spécifiques à l'hôpital et qui vont concerner la France entière et tous les soignants, que ce soit aides-soignantes, infirmiers ou infirmières, kinésithérapeutes, médecins, la totalité des métiers. Et puis, il y a un vrai plan d'investissement. D'abord, 150 millions d'euros par an dans l'investissement du quotidien, réparer les brancards, améliorer les conditions d'accueil, racheter du matériel, des appareils, des scanners. On voit bien aujourd'hui que les conditions de travail sont tellement dégradées que plus personne ne vient avec plaisir travailler à l'hôpital public. Je propose d'écouter Christian Prudhomme, qui est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Il y a 300 millions d'euros en plus l'an prochain. On en demande 4 milliards. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça pose problème. On demandait un vrai choc. Et ce choc, c'était qu'on ait un budget hospitalier qui, pour l'an prochain, augmente de minimum 4%. Nous, on demandait 5%. 5%, c'est ce que fait le gouvernement pour un certain nombre de priorités. Eh bien, est-ce que l'hôpital est une priorité pour le gouvernement ? Aujourd'hui, on peut dire que non, ce n'est pas une priorité. On bricole un certain nombre de mesures qui ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Bon. Je n'attends pas du représentant santé de la CGT en France qu'il trouve les mesures du gouvernement intéressantes. Monsieur Prudhomme représente la CGT. Mais il ne peut pas réduire ce que nous faisons à 300 millions d'euros. Nous allons investir 1,5 milliard d'euros dans l'hôpital sur 3 ans, alors que nous avions déjà investi l'année dernière l'équivalent d'1,6 milliard sur le quinquennat. Donc ça se rajoute déjà à ce que nous avions prévu l'année dernière. Et puis surtout, nous reprenons la dette des hôpitaux. Et ça, c'est nouveau, ça n'a jamais existé. Jamais existé. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous avons depuis 20 ans créé de tels tarifs à l'hôpital, c'est-à-dire des budgets baisser tellement les budgets qu'en réalité, on a demandé à l'hôpital de s'endetter pour investir, s'endetter pour vivre en fait. Et donc, en réalité, c'est l'État depuis 20 ans qui a créé cette dette et nous disons aux hôpitaux qu'ils n'ont plus les moyens de la rembourser parce qu'en réalité, ils n'ont plus les moyens. Et donc, c'est vous et moi qui allons reprendre cette dette. En réalité, cette dette est déjà inclue dans la dette de l'État. Simplement, elle va être gérée par l'État. Elle va redonner un potentiel de dépenses. Par exemple. En réalité. Par exemple, quand vous avez un hôpital qui aujourd'hui a plusieurs millions de dettes à rembourser tous les ans, eh bien, quand il n'aura plus cette dette à rembourser, ces millions d'euros seront dans sa trésorerie. Il va pouvoir enfin souffler, récupérer de l'oxygène. Il va pouvoir
recruter, il va pouvoir mener des projets, il va pouvoir réinvestir dans des projets innovants. C'est autant d'argent, c'est 10 milliards de dettes que nous reprenons sur 3 ans, c'est autant d'argent qui va permettre à l'hôpital d'avoir une trésorerie qui lui permette de vivre. De l'oxygène pour l'hôpital, donc pour réinvestir, pour avoir de nouveaux équipements, mais les soignants en général demandaient une revalorisation salariale. On écoute une infirmière. On a simplement encore une sensation de scission. On parle de médecins, on parle d'infirmiers spécialisés, on parle de professions en tension, on a parlé de certaines spécialités et tous les autres, les soins généraux, ils sont encore une fois oubliés. Et sans les soins généraux, c'est tout l'hôpital qui s'écroule. On n'a aucune visibilité sur comment seront attribuées ces primes. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui on n'est déjà pas méritant? On se sent méprisé. Bon, moi, je demande aux soignants de lire le plan. Il est vrai qu'il y a beaucoup de mesures, des mesures qui peuvent paraître complexes sur la gouvernance des hôpitaux, la remédicalisation de la gouvernance des hôpitaux, évidemment des primes qui seront à la main des directeurs ou des présidents de commissions médicales. Prime au mérite, vous avez entendu, on mérite tous. Ce n'est pas du mérite. Par exemple, quand un soignant s'engagera dans du service public exclusif, aujourd'hui il existe une prime et pour les personnels paramédicaux, donc éventuellement pour des infirmières, et qui sont à la main des directions d'hôpital, qui sont des primes qui vont de 10 000 à 15 000 euros. Et donc, c'est l'argent. Cette jeune femme peut être concernée par les primes. Elle peut être concernée par les primes. Il y a des primes, par exemple, de coopération. Si des médecins et des infirmières s'engagent sur un protocole de coopération qui fait que les infirmières font des actes qu'elles ne font pas d'habitude, elles gagneront 80 € net par mois en plus. Tous les mois. Et donc, en réalité, il y a énormément une revalorisation générale des salaires. Oui, mais en réalité, si nous faisions une revalorisation générale des salaires, en fait, nous ne serions pas en capacité aujourd'hui d'investir dans ce qui permet à l'hôpital de fonctionner. C'est-à-dire investir dans le quotidien, investir dans des équipes qui sont en train de transformer l'accueil des malades. Il y a énormément d'équipes aujourd'hui, et les Français le savent, qui s'engagent dans des projets pour mieux accueillir les malades, pour avoir des parcours de soins, par exemple de diagnostic de certains cancers en une journée. Ça, ce sont des équipes qui mettent en place des projets très innovants. Elles s'investissent. On a envie de les valoriser. Et donc, ces primes vont permettre en fait de reconnaître tout un tas d'engagements que font les soignants à l'hôpital, tous les soignants, et qui vont permettre justement de beaucoup mieux accompagner l'hôpital dans ses transformations. Autre chose, il y a une prime pour ceux qui gagnent moins de 1 900 € par mois et qui habitent Paris et la région parisienne. Alors, c'est joli sur le papier, 800 € par an, mais en fait, ça fait 66 € par mois. C'est pas assez pour se loger mieux à Paris. Ça n'est pas une prime pour se loger à Paris. Il y a des difficultés de recrutement spécifiques aux hôpitaux de Paris et de la Petite Couronne. Et donc un manque d'infirmières ou d'aides-soignants qui aboutit à des fermetures de lits, faute de soignants pour s'occuper des malades. Donc il est impératif de rendre plus attractifs les prises de poste dans les hôpitaux parisiens et notamment de compenser des trajets qui sont souvent très longs. Et c'est plutôt une compensation des transports que nous mettons en place par cette prime. Et puis, donc reste la question du logement. Tous les aides-soignants et infirmières qui gagnent moins de 1 900 € par mois à Paris, qui travaillent à Paris et à la Petite Couronne, c'est pas ceux qui y vivent, c'est ceux qui y travaillent, auront 800 € par an de primes, et ils sont évidemment éligibles aux primes de coopération, aux primes d'engagement collectif de certains services dans des pratiques nouvelles. Et donc en réalité, il y a énormément de choses qui s'adressent à eux, mais par exemple une aide-soignante qui aujourd'hui travaille dans un hôpital parisien prend en charge des personnes âgées, elle aura non seulement 800 € de prime, plus 100 € par mois supplémentaires, ce qui lui fera à la fin de l'année 2 000 € supplémentaires. Ça n'est pas rien, c'est plus qu'un 13e mois. Agnès Buzyn, Éric Ciotti, il est député des Alpes-Maritimes, il dit dans les Alpes-Maritimes aussi, on a besoin de ce type de primes, de transport, d'aide pour les soignants. Alors, en réalité, nous savons qu'il y a quasiment exclusivement à Paris que des soignants sont obligés d'habiter à des distances considérables des hôpitaux parisiens. Certains c'est pas le cas pour vous dans d'autres régions, dans d'autres territoires. Le logement est cher à Nice, c'est évident, mais on n'habite pas à 1h30 de la métropole. Et donc, en réalité, la difficulté à Paris, c'est l'éloignement qui fait que les transports sont... Sur ce sujet encore, on sent bien que le gouvernement, Édouard Philippe, vous-même, vous essayez de déminer
globalement les conflits. Alors vous, c'est l'hôpital, d'autres, ce sera l'école, la police, les pompiers, parce que la question, c'est la journée du 5 décembre qui approche à grands pas, qui est théoriquement une journée de protestation contre la réforme des retraites. C'est aussi votre domaine. Vous êtes la ministre de tutelle de Jean-Paul Delevoye qui est en charge des retraites. Mais en fait, on a le sentiment que ça ne sert à rien, ce déminage, parce que les colères, elles s'amoncellent. Aujourd'hui, on vient de l'apprendre. Les policiers se joignent au mouvement et un certain nombre de soignants disent déjà qu'ils vont aussi être dans la rue le 5 décembre. Oui, nous avons une société française à fleur de peau, et nous le savons, et c'est le cas de beaucoup de démocraties en réalité. Donc il faut apprendre à gouverner autrement. Il faut être à l'écoute. Moi, je n'appelle pas ça du déminage. Le politique est là pour apporter des solutions. Je ne cherche pas à déminer, je cherche à résoudre des problèmes. Le système de santé français était très dysfonctionnel quand je suis arrivée. Tout le monde connaît les déserts médicaux, tout le monde connaît les difficultés à trouver des médecins. Je transforme, petit à petit, j'apporte des réponses. Les urgences ont des difficultés, j'apporte une réponse structurelle, en profondeur, qui va transformer vraiment la vie des médecins et des soignants dans les urgences. Mais qu'est-ce que vous dites ? On a le sentiment donc, en réalité, ça n'est pas. Mais ça n'est pas du déminage. Moi, je pense que la seule chose qui convaincra les Français, c'est quand ils verront leur quotidien changer. Et dans les urgences, par exemple, j'ai fait une réunion d'un comité de suivi la semaine dernière. En réalité, il y a déjà des régions qui sont en train de transformer, grâce aux mesures apportées, qui sont en train de transformer, qui sont en train de réouvrir des lits. Et donc, moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'on apporte les bonnes réponses, pas des réponses de court terme, des réponses de long terme, pour que la société française aille mieux. Et ce n'est pas du déminage. L'interpréter comme ça, je pense que c'est mépriser ce que doit être la politique, c'est-à-dire apporter des réponses concrètes aux gens qui ont des difficultés concrètes. Vous avez dit, et que c'est écouté aussi. Pourquoi est-ce qu'à cette heure-ci, on a l'impression que le gouvernement n'accepte pas l'idée qui est exposée par des centristes d'une grande conférence sociale qui réunirait patronat et syndicats avant le 5 décembre ? Je crois qu'une conférence de ce type-là ne s'organise pas de façon immédiate. Je pense qu'il faut réfléchir évidemment aux enjeux. Ça nécessite du travail. Je pense que la tribune qui a été faite par les centristes, qui est intéressante, est en train d'être étudiée par le gouvernement. Il prône une... Voilà, vous y seriez favorable, vous, personnellement ? Oui, vous y seriez favorable. En fait, ce que dit la tribune, ce n'est rien d'autre que ce que dit le président de la République depuis qu'il est arrivé. Oui, là, il propose un Grenelle, une forme de Grenelle. Mais ce que dit la tribune, c'est qu'il faut que le travail rémunère mieux les gens et que les gens puissent vivre décemment de leur travail. Et ça, c'est réellement la volonté du président de la République. Il a été élu pour ça, que le travail paye mieux, que le travail soit reconnu. C'est sur la forme, une grande conférence, vous y seriez favorable ? En tous les cas, moi, je m'occupe d'une grande conférence sociale dont j'ai la charge, qui est autour des métiers du grand âge et de l'autonomie. Ça, c'est mon urgence, parce que les Français attendent aussi une grande loi sur le vieillissement, comment prendre en charge nos aînés, comment maintenir les gens à domicile, comment améliorer les services, comment réduire le reste à charge dans les EHPAD, comment recréer des métiers attractifs autour des personnes âgées, parce que c'est l'enjeu de demain. Je rappelle qu'il y aura 5 millions de personnes de plus de 85 ans en 2050. Nous avons impérativement besoin d'anticiper. Ma conférence sociale, c'est autour du métier des grands âges. Elle est urgente et je vais l'organiser. Quand même, sur les retraites, il y a aussi, et c'est aussi un peu votre domaine, une forme de malentendu. On a l'impression que les Français ne comprennent pas l'urgence de cette réforme et n'ont pas compris la nécessité de cette réforme. Il y en a qui sont carrément hostiles et il y en a qui ne comprennent pas. Est-ce que vous avez suffisamment expliqué ? Non, on explique probablement jamais suffisamment. Alors je suis ravie de pouvoir le faire devant vous. D'abord, il n'y a pas d'urgence de cette réforme. C'est une réforme qui propose un projet où tous les Français seront traités de la même façon par rapport à leur retraite et leur pension de retraite. Aujourd'hui, nous le savons, il y a des inégalités profondes entre les 42 régimes de retraite. Et en réalité, ça correspond à des vieux statuts. On rentrait dans une carrière, on en sortait avec un statut déterminé. Ça ne sera plus le cas des jeunes. Les jeunes vont avoir des parcours professionnels très hachés, différents. Il n'y aura plus de statut fixe. Et il faut qu'on redonne confiance à notre jeunesse dans le fait qu'ils auront une retraite, que nous consolidons le système et que ce sera une retraite équitable, c'est-à-dire que nous serons tous traités à la même enseigne. C'est vraiment une vision égalitaire de la société. Les Français sont sensibles
à l'égalité. Et c'est ça que porte cette réforme. Ce n'est pas une réforme d'urgence, c'est une réforme qui est profondément philosophique. Agnès Buzyn, hier, il y a eu un rapport du COR, le comité d'orientation des retraites, qui dit qu'en fait, le régime sera déficitaire en 2025 et que donc, il faudrait retourner à ce fameux âge pivot, 63 ans et demi, 64 ans, pour permettre qu'en 2025, comme l'a proposé le président, le régime soit à l'équilibre avant d'entamer la retraite, le nouveau régime de retraite par points. Vous êtes d'accord ? Alors, nous discuterons de la méthode pour arriver à l'équilibre. Il est clair qu'au moment où le président de la République a proposé cette réforme, le comité d'orientation des retraites n'avait pas prévu que le système des retraites soit en déficit. Il a changé ses prédictions. Là, c'est entre 8 et 17 milliards voilà, entre 8 et 17 milliards de déficit en 2025. Nous avons donc impérativement besoin, lorsque la réforme sera mise en œuvre, que le système soit à l'équilibre. Pourquoi ? Parce que démarrer un nouveau système de retraite en disant que ce sont nos enfants qui vont payer en fait donc un il faudra système revenir déficitaire. Sur cet âge pivot, comme le dit le MEDEF, par exemple. Hier, je laisserai le Premier ministre. Le Premier ministre reçoit le rapport officiel du corps demain. Je pense qu'il fera des annonces. Il présentera un calendrier sur des annonces éventuelles. Il proposera des pistes. Et donc, je vais évidemment laisser le Premier ministre le faire. Le corps propose aussi un certain nombre de pistes. Et donc, nous verrons demain ce qu'il en est. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne pouvons pas... Et je pense qu'aucun Français, en réalité, ne voudrait laisser à ses enfants de la dette. C'est vrai pour les retraites, c'est vrai dans une famille. Et donc, c'est simplement de la responsabilité que nous devons tous vis-à-vis des générations qui nous suivent. Justement. Nous ne devons pas vivre sur la bête et laisser aux autres le soin de payer. Nous avons besoin de conforter nos enfants dans le fait qu'ils auront un système de retraite viable, pérenne, juste entre chacun, qui prendra en compte justement des parcours de vie très différents, parce qu'on sait que les jeunes exerceront des métiers différents, et puis qu'il sera un système équilibré. C'est ce que nous devons, je pense, à nos enfants. Les enfants, justement, le président en a parlé ce matin à l'UNESCO sur un thème dramatique, puisque ce sont les violences contre les enfants. Un enfant meurt tous les 5 jours de la violence de ses parents. Est-ce que vraiment... on peut faire quelque chose quand on est un gouvernement? Est-ce que c'est à l'État de s'en occuper? Oui. De toute façon, c'est toujours, en France, c'est toujours à l'État de s'occuper des choses, surtout quand ça va mal. Et ça, vraiment, c'est un chiffre qui est insupportable, qui n'est pas connu des Français. Et le secrétaire d'État qui travaille à mes côtés, Adrien Taquet, a pris ce problème à bras-le-corps. Il veut transformer l'essai sur les violences faites aux enfants, c'est insupportable. Donc il y a les violences du quotidien, les coups, et c'est pour ça qu'une loi a été votée qui interdit l'éducation par la violence, qui interdit d'éduquer en battant ses enfants. Et puis, il y a les violences sexuelles que l'on connaît, il y a l'exposition à la pornographie. Et donc, Adrien Taquet a présenté, avec le président de la République ce matin, un plan de lutte contre les violences faites aux enfants, un plan ambitieux qui vise à mieux prévenir, mieux informer, éduquer les parents. Avec un numéro d'écoute, un numéro d'urgence, le 119. Alors, le numéro SOS Enfance en danger, c'est le 119. Dès qu'on a un doute sur une maltraitance faite à un enfant, qu'on soit un voisin, une famille, un éducateur, une maîtresse à l'école, on doit appeler le 119. C'est un numéro d'écoute. Il est aussi accessible aux enfants, d'ailleurs, eux-mêmes, aux frères, aux sœurs. Et donc, ce numéro permet de savoir comment orienter l'enfant, comment prendre en compte l'alerte. Et ce numéro va être renforcé de façon à ce que tous les appels puissent être pris en compte. Et puis nous avons dans ce plan des mesures pour lutter contre l'exposition à la pornographie, avec des sanctions par le CEA sur les opérateurs qui ne vérifieront pas la majorité de l'enfant face à des contenus pornographiques. Nous allons renforcer dans tous les territoires des équipes de pédiatrie qui seront capables de mieux repérer et mieux accompagner les médecins lorsqu'ils repèrent, par exemple, un enfant qui peut être victime de violence. Parfois, le diagnostic est difficile à poser. Et puis, nous mettons en place une nouvelle mesure importante. Vous savez qu'il existe un registre que doivent consulter les employeurs lorsqu'ils emploient quelqu'un qui va être en présence d'enfants, dans une crèche par exemple. Ce registre ne contenait pas les infractions liées à la consultation de sites pédopornographiques. Et maintenant, toutes les personnes qui auront été condamnées seront dans ce fichier de façon à ne pas être exposées aux enfants. C'est un plan vraiment de renforcement et je pense que c'est très important d'en parler. On parle beaucoup de l'hôpital. C'est tout
tout aussi important de préserver aujourd'hui nos enfants de la violence. J'ai une dernière question extrêmement brève. Il y a une pétition de Foodwatch et Yuka et la Ligue contre le cancer qui considère que les nitrites dans les jambons sont cancérogènes. Est-ce que vous envisagez de les interdire ? Alors, le débat est venu au Parlement. Je suis un peu troublée d'ailleurs que la Ligue contre le cancer, qui est normalement qui s'appuie sur des données scientifiques très robustes, signe cet article. En réalité, il existe pour l'instant encore un débat scientifique sur le rôle des nitrates dans le cancer. Et le débat n'est pas tranché. Depuis 2010, il y a une suspicion, mais depuis 10 ans, il n'y a pas de preuve. Et donc, comme les agences sanitaires nationales qui sont en charge d'évaluer la toxicité ne sont pas capables de conclure. Priorité au direct, on va aller à l'Élysée écouter le président. Excusez-moi.